qui a fait, Ah bah c'est déjà bien, moi je m'amuse beaucoup. qui a fait comme une bombe atomique, qui a fait que la poussière est montée sur des kilomètres. Ah, il manque à Tellement la monter. pression était forte sur le globe terrestre. Parce que vous comprenez que même s'il y a un astéroïde qui tombe sur le globe terrestre, ça va tuer tous les dinosaures. Non. Donc, l'explication scientifique, entre guillemets, c'est que cet astéroïde, il est tombé, il a fait monter la poussière sur des kilomètres, et donc, une partie des dinosaures sont morts étouffés. Toutes les plantes sont mortes en un seul coup, et donc ceux qui ne sont pas morts étouffés, ils sont morts de faim. Non. Alors, bon, je vais faire son boulot parce que. Ah, le En freeze gros, frame est magnifique. Je crois qu'on tient notre miniature là. Ouais, le freeze frame il est beau là. L'explication est bonne, mais par contre, l'échelle de temps est pas bonne. Parce qu'en gros, il dit vraiment, ça s'est passé d'un coup, les plantes sont mortes et tout ça. Et c'est genre, je pense qu'il y a quand même de la résilience. Et surtout, il dit un truc qui est vrai, c'est que les dinosaures sont morts, mais tous les animaux sont pas morts. Il y a plein d'animaux qui ont survécu. Il y a que c'est 70%, 75% des vertébrés qui sont morts. Du coup, ça fait qu'il y a quand même pas mal, notamment les mammifères, etc., qui ont survécu. Et en fait, il faut bien comprendre que actuellement, là, on est en période d'extinction d'espèces qui est pratiquement aussi rapide que celle des dinosaures. Pour vous donner une idée, c'est qu'on a estimé que dans 500 ans, on sera arrivé au même niveau d'extinction que les dinosaures. Pour rappel, eux, ça a pris entre 30 000 ans et 1 million d'années. 30 000 ans, c'est 2 fois la durée de l'entièreté de la civilisation humaine. Et du coup, nous, on fait plus rapide actuellement. Sauf qu'on n'a pas l'impression que les plantes meurent, on n'a pas l'impression que les animaux suffoquent. Quand on regarde, par exemple, les ours polaires, on voit juste que leur habitat, il disparaît peu à peu, que les ours polaires vont dans d'autres milieux, qu'ils ont du mal à se reproduire, qu'ils sont chassés. Plein de choses qui fait que, oui, ils vont pas mourir étouffés, ils vont mourir de leur belle mort, mais ils n'auront pas de descendance. Et c'est comme ça qu'on s'éteint. Et en gros, là, il estime que... lui, il estime que... Alors, je précise, pour lui donner raison sur un truc, c'est que tout ce qui était aux abords de l'astéroïde, ça a été vitrifié, on est bien d'accord, ça a été détruit, défoncé. Ah oui. Et certainement que toute la planète a pris cher la race de sa grand-mère. On est bien d'accord. Surtout qu'en plus, il n'en parle pas, mais on a vu que de l'autre côté du globe, ça a réactivé les trappes du Bécan, donc du coup, des super volcans de la taille de la France qui se sont activés en Inde. Et du coup, oui, clairement, ça a été, à mon avis, un enfer. La planète, elle est quand même très, 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 très grande. Et du coup, l'extinction, ça s'est fait quand même sur très longtemps. Et ça, j'ai des études qui montrent un peu les échelles de temps. On a trouvé en Nouvelle-Zélande des dinosaures non aviens qui avaient 1 million d'années après la chute de la météorite. Donc finalement, 1 million d'années, c'est quand même énorme. 1 million d'années. c'est quand même vraiment beaucoup. Et lui, le fait qu'il estime que ce soit en un claquement de doigts, c'est totalement faux. Et en plus de ça, dire que toutes les plantes ont disparu, non, on a tout. On a encore, genre les fougères. Les fougères, c'est une des plantes les plus vieilles du monde. On les a toujours. Et les dinosaures n'ont pas disparu. Pas tous, mais à la limite, ça, oui. Si, parce que s'ils croient pas en l'évolution, machin, on va même pas parler des dinosaures aviens, du coup. Oui, 99,9% des dinosaures ont disparu et on a juste la famille des théropodes, donc des oiseaux qui restent. Maintenant, la famille des oiseaux, il faut quand même le préciser que c'est des dizaines de milliers d'espèces quand même. C'est pas... il n'y a pas un colibri et une poule, tu vois, genre il y a casoar, il y a autruche, et même quand l'homme était vivant, on avait des oiseaux géants à Madagascar, des oiseaux géants en Nouvelle-Zélande. On va en parler aussi. Ah, parfait. Ça va être bien. Vous avez compris? Ok. J'adore sa tête. Moi j'ai compris. Maintenant vous comprenez qu'un astéroïde de cette taille qui a fait sauter le globe terrestre, il doit laisser une trace quelque part.
D'accord? Oui. Il est pas. Je veux pré-shot avant qu'ils disent. Les traces de l'astéroïde, on l'a parce qu'on a la couche d'iridium sur toute la planète, mais en fait, on a un scan de la région du golfe du Mexique au Yucatan où on voit le bord du cratère. Et en fait, si vous connaissez les cénotes ou cénotes, je sais pas comment on dit voilà, mais les cénotes au Mexique, c'est une espèce de galerie souterraine avec de l'eau dedans. Et bah, du coup, ça. Si vous regardez la position satellite de tous les cénotes qu'il y a dans le Yucatan, et ben vous voyez que ça fait un arc de cercle, et ben c'est le bord du cratère. Voilà. D'accord. Et du coup, elle te dit, ça doit bien laisser une trace quelque part. Bah oui, Ah, voilà. c'est comme le Mont Sinaï. Hein. Ça doit, 600 000 personnes qui attendent 40 jours, 40 nuits dans un endroit, ça doit bien laisser une trace. Il a raison. Oui, C'est mais vrai. là, il y a la magie, t'inquiète. Oui, bah regarde. On l'a trouvé! On l'a trouvé où? Le C'est encore mais là- une lucidité. On l'a trouvé. Et du coup, Non, mais il là- attend à là, la face. Non mais là c'est tellement la rêve de joueur du grenier, tu sais, ils l'ont eu, tu vois. Moi, j'aimerais bien que tu fasses comme Jordanix et que tu prennes que des petits extraits, que tu les remettes souvent, genre ah, on l'a trouvé. Tu vois. Ah ouais, c'est ça. Ouais, non, mais là, j'en ai plein. Là, je vais en avoir des extraits. Hein, tu vas voir. Parfait. du Mexique. C'est-à-dire qu'on a un immense martège. Mexico? Martège, c'est comme un canyon, comme ça, comme un cratère Ah oui, énorme. parce qu'en hébreu, c'est Mexico, le Mexique. Ah, d'accord, ok, pardon. Non, ok, Ouais, ok. Pour moi. ouais, il va employer des termes en hébreu à chaque fois. Ça va être compliqué. Parce que j'allais dire, c'est vraiment pas à côté. Hein, mais... Et donc voilà. Et voilà. Est-ce qu'on a réussi à prouver que c'est un astéroïde qui l'a fait? Non. Mais vu que nous, on a décidé qu'il y a un astéroïde qui est tombé, donc si on a un grand cratère, alors on va dire que ça, c'est l'astéroïde. Est-ce que tu sais ce que c'est cet astéroïde qui est tombé? Il a fait vraiment monter la poussière et tout le monde est mort? Mais je comprends pas. On peut le savoir Et que c'est. vice-versa. Mais En en gros, fait, dit qu'on il sait comprend ce pas qui les a créé couches. ce cratère. Oh, non, mais c'est même pas ça. Mais en fait, il dit, ok, il y a un cratère, mais on sait pas si c'est ça qui a tué les dinosaures. Et c'est genre, Non, il dit on sait même pas si c'est un astéroïde qui est tombé. ouais, mais à la limite, genre, c'est une explosion, tu vois, peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même, dans toutes les couches stratigraphiques du monde entier, t'as, par exemple, des ammonites, t'as plein d'ammonites, et pile à 66 millions d'années, Mais ça, il y a ça cette couche laisse pas une- d'iridium, et là, plus d'ammonites. C'est quand même fou. C'est quoi la roche de cet astéroïde? L'iridium? C'est de l'iridium. Enfin, la couche de poussière, machin, c'est de l'iridium, ouais. Et métal qu'on trouve dans les météorites. Du coup, cet astéroïde est un astéroïde rempli d'iridium. Bah, oui, enfin, j'imagine, je sais pas, je sais que c'est Antract Science qui, dernièrement, a fait une vidéo pour expliquer de quoi il était composé, l'astéroïde, donc je ferai pas l'affront de tête Si de on peut sortir te le donner truc. la composition de l'astéroïde, c'est qu'on sait Ouais, on que c'est un astéroïde. Et du coup, pourquoi il dit qu'on Ah ne oui, sait pas si c'est un astéroïde? Est-ce qu'on a retrouvé des morceaux de la météorite qui a tué les dinosaures? Eh bien la réponse est oui, maintenant oui. Maintenant oui, en 2021, on peut enfin dire qu'on a retrouvé des morceaux de la météorite qui a provoqué le cratère d'impact de Chicxulub dans le golfe du Mexique il y a 66 millions d'années. Ils ont fait des carottages, ils ont fait des forages et ils ont trouvé de la poussière, de la toute petite poussière. Mais cette poussière, donc pile à l'endroit où il y a l'iridium, je veux dire, ils ont retrouvé de la très fine poussière et ces dépôts de poussière, eh bien, ce sont des poussières météoritiques. Donc ils ont fait tout un tas d'analyses géochimiques pour déterminer que c'était bien de la poussière météoritique. L'impact de Chicxulub, il a été découvert à la fin des années 80. Le fait qu'une météorite soit tombée il y a 66 millions d'années et donc provoqué l'extinction de la limite Crétacé-Tertiaire, on le sait depuis le début des années 80, depuis 1981 je crois. Bah, parce qu'il fait un appel à l'ignorance. Il dit, ah, on sait pas. Et du coup, Non, les c'est gens un vont appel- pas moi, j'appelle vérifier. moi, j'appelle même pas ça un appel à l'ignorance, parce que moi, j'appelle ça un forçage à l'ignorance. Bah, Parce que un appel l'appel à volontaire l'ignorance- à l'ignorance. Parce que l'appel à l'ignorance, c'est quand on ignore vraiment, tu te bases sur une ignorance. Là, on n'ignore pas, mais il force l'ignorance. Tu vois. Il force, si, on ignore, si, on ignore. Tu vois. C'est un peu un argument d'incrédulité aussi. C'est le côté, il part du principe que les gens, ils sont trop feignants pour aller vérifier. Du coup, ils vont croire l'autorité religieuse parce qu'ils se disent, bah, ils peuvent pas nous Surtout mentir, quand tu hein. mets pas les sources, je peux te dire que ça rajoute, hein, même moi j'ai la flemme. Hein. Bah oui, non, mais clairement, moi aussi. Genre, à chaque fois qu'il dit un mot, je suis en mode, attends, qui a dit ça? Qui fait ça? Moi, j'adorerais savoir d'où il sort ces infos. J'adorerais. De son cul. Bah, je sais pas. En plus, c'est même pas les mêmes infos que ToraBox. Donc, ça veut vraiment Non, dire pardon. qu'ils ont fait des recherches. Il les sort de la chambre des secrets. Voilà, ça je voulais dire.
C'est plus Oh. classe. Non, où le soleil mais ne vu que tout le brillera monde est jamais. mort, alors je vais Non. expliquer que l'astéroïde que je n'ai jamais vu, dans un cratère que je ne sais pas qui vient de cet astéroïde, est-ce qu'il a fait monter la poussière? Je sais pas, mais je vais dire quand même que la montière elle est poussée, que tout le monde est mort en même temps. Je sais La pas, montière, mais je la vais gueuler. montière, elle est poussée. Il a monté la poussière, il a poussé la montière. Non, mais ça m'énerve, quoi. Je sais pas, mais je vais C'est gueuler. génial. Ça a fait pousser la montière. Et on a appelé ça l'hypoténuse. C'est ça? Ah, c'est beau. Elle est belle cette après, on l'a mis au carré. Est-ce que c'est pas, un peu de la pensée performative là, tu sais, quand tu répètes un truc et que ça va devenir vrai. Tu vois, plus tu dis un truc. Ah, Hein? ça c'est l'inverse. Je le Du répète, ça va prêche. devenir faux. Ouais, mais c'est ça, c'est anti-performatif. Ouais, c'est ça, je sais pas. C'est une contre-performance. Comprenez comment ça marche? Ok. En gros, lui, ce qu'il dit, non, c'est pas vraiment ce qu'il fait. Il est en train de te dire, comme on avait besoin d'expliquer la disparition des dinosaures qui sont pas vrais et qu'on a extrapolé, du coup, on voit un grand trou, et bien on va dire, c'est ça qu'il a fait, et du coup, si tu me dis ça, bah tu me dis ça n'a pas tué tous les dinosaures, et ben je vais imaginer que la poussière elle est montée, ou que la montière elle est poussée, pour détruire tous les dinosaures. Et du coup, il dit c'est comme ça qu'on fait. En fait, lui, il te dit que les scientifiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent à confirmer ce qu'ils ont décidé. Est-ce que du coup il va parler du déluge ou pas du tout? Parce que moi j'ai envie de savoir si c'est un. Par exemple, Torah Box, ils sont Terre jeunes, tu vois. Et genre ils disent clairement la Terre elle a 6000 ans, machin. Et du Évidemment. coup, lui, j'ai C'est l'impression pas que lui il va pas là-dedans. Il est pas du genre à aller là-dedans, lui. Jamais. Jamais il fera ça. Yes! Maintenant, comment la Torah explique ça? On va pas encore parler de la théorie d'évolution, on va juste parler des dinosaures pour l'instant, parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup à parler, et on a encore plein de trucs à voir sur ce qui a été trouvé, les squelettes, etc. Quoi qu'il en soit, que dit la Torah par rapport à tous ces dinosaures? Parce que bon, on a s'en quand même fout. trouvé des grands squelettes, d'accord? Pas les reproductions qu'on nous montre dans les musées, mais quand même des parties de squelettes. Les géants, Plus les grands Néphilim. qu'aujourd'hui. En tout cas, une partie des ossements, ils ont l'air d'être plus grands. Est-ce que c'était cette taille, C'est pas. cette forme, ces noms de dinosaures? On ne sait pas. Mais on a trouvé certaines choses. Attends, on sait pas si c'était les bons noms de dinosaures aussi. Il a raison, ça. Ouais, Parce que les ça noms, c'est parce que vrai. les noms qu'on a trouvés, parce qu'on a trouvé les noms, tu sais, il y avait des petites plaques avec marqué Bah, stégosaure, pour moi, c'est ankylosaure, aussi con que de dire on a découvert que la lumière c'était des ondes et que les ondes pouvaient avoir différentes longueurs. Mais voilà, on ne sait pas quel nom on a donné aux couleurs. On ne sait pas. Je on ne pense sait que pas. c'est. Je pense qu'on s'en branle. Ouais. Vraiment. Ouais, non mais Parce qu'en nombre de ce qu'on nous montre, non. On a trouvé ici et là des morceaux. Pas grand-chose et pas en grand nombre. Parce que vous comprenez que si on parle de dinosaures Très qui peu. ont été effacés, on parle de millions de dinosaures. C'est pas qu'on a trouvé des millions de squelettes, ni des millions de parties de squelettes. On a trouvé ici et là des morceaux de squelettes. Ok. on a trouvé 3 morceaux, je crois, maximum. 3 Ouais, en gros, bah là, le fossil record, je sais pas comment on appelle ça en français. Là, ouais, on a eu quinzaine de Le registre fossiles, fossile. le registre fossile. Putain, j'ai les mots s'envolent, c'est fou. C'est lui, je pense, qui me qui déteint sur moi. Mais oui, le registre fossile, basiquement, oui, c'est 15 individus au grand maximum, partiel. Après, hein, on a un bout de dent, voilà, un fémur. Ouais. Vite fait, quoi. Bon, faut rien. Que dit la Torah là-dessus? Alors, la Torah Rien. nous dit la chose suivante. Directed by. Non, mais tu sais, ça me fait penser. Dans- Non, mais tu sais, ça me fait penser à. Je sais plus comment il s'appelait, mais c'était un créationniste américain. Tu sais, il mettait une blouse blanche. Il disait oui, c'est la science et tout, machin. Et il te parlait de la science et de l'origine de l'univers. Et ses premiers mots, c'était Look what the Bible says. Et j'étais là, ok. C'est vrai que A je. été faite par un créateur ou sans créateur? Comment l'univers a été créé? Par un créateur ou sans créateur? D'où vient l'homme? Du singe ou d'un créateur? Voici le thème que nous explorons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Ceci est mon urine d'aujourd'hui. Je le bois de manière vivante. Dans la musique, je ne sais pas si vous avez noté quand même, il y a un petit côté la petite maison dans la prairie. D'où vient l'homme? Est-ce qu'il vient des singes ou est-ce qu'il vient d'un créateur?
Mais je pense que c'est Jésus. Tu connais? Ouais. Et ouais, un jour de plus. Ah ouais, on sent qu'on va faire de la grosse science, là, mais vas-y. Ici et là, des Écoute. morceaux de squelette. Ok. Que dit la Torah là-dessus? Alors, la Torah nous dit la chose suivante. Il y a écrit Squalala! dans le livre de Bereshit, Donc bah, c'est Bereshit. Vaïva J'ai Elohim et Ataninim Agdolim. Il y a écrit Ah, yes! Yes! Mais tu On noteras les a! que c'est la On première les a! source qu'on a. On les a! Tu peux déposer tes ciseaux dans la boîte à ciseaux, tu n'en auras pas besoin aujourd'hui, Alexis. Yes, Tu putain. n'as pas besoin de couper tes couilles de Néphilim tout de suite, ça ira. Les couilles de Néphilim. Ah là 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 là. Donc du coup, j'ampute immédiatement ce qu'il va dire parce que là, du coup, il va parler des grands cétacés, machin. Sauf que, spoiler alerte, il n'existe pas de dinosaures marins. Donc, je ne sais pas de quoi il va parler, mais déjà, il va pas parler des dinosaures. Et là, on va dire oui, mais il va parler peut-être du mosasaure ou justement des ichthyosaures ou des sauroptérygiens, peu importe. Mais en tout cas, genre le monstre du Loch Ness, tu vois. Mais en gros, Ça m'étonne tout ce qu'il va dire. que t'aies une telle estime de lui encore. Ça m'étonne. Je suis Mais- vraiment là. Je ne sais pas de quoi il va parler, mais en tout cas, il peut pas parler de ça. Et du coup, ça confirme, si la Torah parle de dinosaures non aviens, ça veut dire que pour lui, le monde n'a pas 4,5 milliards d'années. Les dinosaures ne sont pas morts il y a 66 millions d'années. C'est obligatoire, du coup, que pour lui, les dinosaures ont disparu il y a grosso modo 4000 ans. Donc, la Terre a grosso modo 5840 ans. Voilà. Dieu, il a créé les grands mammifères. Oh non. Veit kol nefesh What? chaya aromaset hash- Mais c'est encore pire. On nous a menti. Non, Attends, mais c'est- attends, Je voulais attends. non, du il s'est sel, passé- je calmez-vous, voulais la calmez-vous. baleine. On nous Il a veut- menti. Il ne sait pas ce que c'est un mammifère, je crois qu'il voulait dire cétacé, parce qu'il sait pas ce que c'est un mammifère. Pour lui, les grands mammifères, bon peut-être parce qu'il sait que la baleine est un mammifère, tu vois. Ouais, attends, je veux voir où il va en venir là. Du parce que- coup, il a mélangé, comme la baleine c'est aussi un cétacé, du coup il a dû mélanger, parce que les taninimes ne veut pas dire Attends, des mais mammifères. les taninimes, ils sont pas censés pondre des œufs aussi? Non. Non, ça c'est Non, le en fait- Léviathan qui pond des Ouais, mais Alors, justement, oui, mais c'est un peu Rachid tout a dit- mélangé. Non, c'est Mais le Rachid te Behemoth dit- qui pond des œufs. Non, C'est mais le le Behemoth. Rachid te dit clairement que quand il dit les taninimes Magdalene, on parle du Léviathan. Ok, ok. Bah, Oui, mais le Léviathan ne pond pas d'œufs, c'est le Behemoth. C'est ça, parce que le Léviathan c'est une baleine en fait. Alors que le Behemoth, c'est plus une sorte de gros éléphant. Bon, alors les gros mammifères. Asher shartzu hamayim leminehem et kolov kanaf lemineu, vayar Elohim kito. Donc Dieu, il a créé tout ce monde-là. Et ce monde-là, il a créé aussi avec des grands mammifères. Qu'est-ce que c'est que ces grands mammifères? Alors, vous pouvez laisser votre imagination faire ce qu'elle veut avec cette... Évidemment, les dinosaures sont des grands mammifères. On est d'accord. j'attends de voir comment il va faire le lien entre les mammifères et les reptiles. Ouais, parce que il y a un problème. cette expression. Bah, moi j'ai Mammifères. un lien si tu veux. Ce sont tous les deux des vertébrés. Alors, à part deux exceptions connues, les mammifères ne pondent pas des œufs. Ne sont pas des Non, œufs mais il vivares. y a des exceptions, mais Deux enfin, je veux exceptions dire, connues même aujourd'hui. dans son imaginaire, les dinosaures ont aucun rapport avec les mammifères. Tu vois, pour lui, c'est des gros lézards terrifiants, tu vois. Après, faut imaginer, et ça, je vais m'en vouloir au montage, mais faut imaginer un T-Rex avec des gros nibards, tu vois. Mais Ouais. voilà. Je vois ce que tu veux Mais dire. voilà. Désolé Les pour la grands mammifères. monétisation. Ah non, mais il n'y en a pas. On est tranquille. Mais il y en a qui disent que ce sont les dinosaures. Ou en tout cas, si ce n'est pas les dinosaures, des grands animaux plus grands que ce qu'on a aujourd'hui. Ok. Comment la Je Torah explique- précise qu'il n'y a aucun Ils ont dinosaure disparu. plus grand que, enfin en tout cas plus massif et plus lourd que la baleine bleue. Hein. La baleine bleue, Oui. c'est le plus grand animal qui n'a jamais vécu de toute l'histoire de la vie sur Terre. Donc déjà dans sa prémisse de sa phrase, il y a un problème. Alors, il y a écrit dans Parashat Noach que quand l'humanité a fauté, alors Dieu a amené le déluge sur Alors ce Dieu, monde-là. il a fait un coup de Et le monde sifflet, a ils été ont dit on va complètement faire une effacé. touche. Mais attendez, mais vous avez fauté, mais comment? Mais wow, je suis vachement surpris. Dieu. Je suis choqué. Oh non, mais vous êtes des salauds un peu. Comment Pourquoi vous je vous ai fait punir, comme hein? Ah. T'es sur le mec comme... Je sais pas. Dieu, quand il a donné la punition à Noir, il était comme ça. Tu sais.
Des bouts. Tu pourrais me rendre un service, j'aurais besoin que tu construises un bateau. Un bateau. Enfin, un pavé. Mais je vais te donner les dimensions, t'inquiète pas. Une tuile. Allez, tiens, encore un même à mettre. Et tu vas y fourrer tous les animaux que tu peux dedans. Bonne chance. Il y a écrit, je vous lis le pasouk, Lis-nous le pasouk. vas-y. Vaimar et kol hayekum asher al pnei ha'adama. Donc Dieu a effacé tous les êtres qui étaient sur la face de la terre. Et il y a écrit que ce déluge-là, en fait, il est tombé sans arrêt et il a effacé le monde. Explique le Malbim. Le Malbim. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est Jamel Debbouze. Il est Dieu, il a mis du Tipex, ça? Efface. Efface. Je voulais pas dire ça. Efface. Efface. Voulais pas Dieu, dire s'il te ça. plaît. Efface. Mets le Mets du Tipex. Tipex. Du Tipex. Non, Shaitan, faut pas dire ça. Oh, non, tu vas aller en enfer. Débile. Oh là là, tu vas aller en enfer direct, toi. Eh, Nana Shaitan, excusez-la, s'il vous plaît. Elle a pas fait exprès. S'il vous plaît, mettez du Tipex, monsieur. Le Malbim, il y a environ 200 ans, Le Malbim. Malbim, c'est une Il explique la contrefaçon chose de clope, suivante. on est d'accord. il écrit J'ai cherché sa source. Il dit le Malbim écrit, j'ai cherché partout le Malbim, qui, j'ai le pas Malbim trouvé. C'est un brave d'il y a 200 ans, comme il dit, à peu près, qui fait un commentaire de la Torah, du coup, mais j'ai pas trouvé ce qu'il dit exactement, là. Mais en fait, je l'ai pas trouvé comme ça. Il dit juste que l'eau, elle a tout recouvert. Et tout. Bon, il répète ce que dit la Torah, donc j'ai rien Est-ce qu'on trouvé peut, est-ce qu'on peut d'intéressant. faire une petite minute de silence pour les géologues d'il y a 200 ans qui savaient pertinemment l'âge de la Terre? Ouais, non, mais apparemment, lui, il va dire le Malbim, hein, c'était il y a 200 ans quand même, il savait Il déjà. savait déjà qu'il savait rien. Il va nous dire en gros, qu'est-ce qu'il va nous ce qui sortir. s'est passé, c'est que en fait, l'eau, elle était brûlante et elle est tombée très fortement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le monde est devenu une boue énorme. Tous les poissons sont morts, du coup. La terre est Toutes devenue les plantes aussi. une boue énorme. Oui. Et les êtres qui étaient à la face de la terre, ils ont été engloutis profondément à l'intérieur de la terre. Le Malbim, il explique ça. On a l'impression que ces êtres-là sont très anciens, puisqu'ils sont très profondément Arrête dans la d'hurler. terre. Mais il dit non, ça a été C'est fait en important, une seule fois. parce que c'est vrai. Le Maboul, c'était en 40 jours et que tout le monde entier. Je précise, alors, Le c'est Maboul, pas ma oui. faute, je suis désolé, c'est pas ma faute si je ne trouve pas les sources du mec qui ne cite pas ses sources. C'est-à-dire que là, quand même, il est dans son domaine, ça m'a énervé parce que là, c'est son domaine. Je me permets parce que le freeze frame, il est magnifique quand même. Oui, mais il pouvait me donner la source du Malbim. Il aurait pu et j'aurais pu aller vérifier. J'ai cherché le Malbim sur Noé. Je n'ai pas trouvé le moment et peut-être qu'il existe ce moment. Il faudra pas venir me casser les couilles. Mais- C'est pas ma faute s'il donne pas sa source. Et c'est là où je n'ai c'est pas trouvé le intéressant. moment où le Malbim parle de l'âge des fossiles. J'ai pas trouvé le moment où il dit c'est normal qu'ils ont l'air plus vieux. J'ai pas trouvé ça. J'ai juste trouvé le Malbim qui dit que la Terre est devenue de la boue, un truc comme ça. Mais c'est là où c'est intéressant de voir que du coup, tout ce qu'il a dit sur l'astéroïde, le côté on n'a pas de preuves, machin, et c'est genre les gens disent que c'est ça. Là, on peut juste reprendre sa phrase, dire voilà, la Terre est devenue de la boue. Oui, mais les c'est preuves de ça. Malbim. Ah, c'est Malbim, pardon. Il y a des gens qui ont dit que c'était ça. D'accord. ok, c'est bon. C'est Tout le va bien, alors. Malbim. C'est pas des Le gens, Malbim, c'est le ah Malbim. Un grand rabat. C'est le plus grand. Et des puis je rabats. gueule. Et c'est écrit, mon gars. Oui, déjà, c'est le Malbim et il Fuck gueule. you. Du coup, t'as deux arguments. A été retourné. Ok. Et comme les êtres, ils ont été dans la boue, donc ils ont été conservés. C'est-à-dire que la boue, elle a en fait, ça a été comme une momification comme ça. D'accord? J'ai pas Et trouvé vu ça. que cette boue-là, elle était brûlante et qu'elle s'est attachée et elle a englouti en même temps tous Tous les ces poissons êtres, sont morts et toutes les donc plantes sont en mortes. fait, Et là, il dit un truc qui prouve qu'il a tort, c'est qu'il dit du coup qu'il y a la Terre qui a été rasée par un déluge et que ça a fait une sorte de boue et tous les animaux voilà, sont morts dans cette boue. Mais si c'était vrai, ça veut dire qu'on ne devrait pas voir. Vous savez, quand on voit une falaise, il y a plein de strates comme ça. Et en fait, les strates, c'est justement ça démontre qu'il y a eu des changements climatiques. Ça démontre qu'il y a eu que des mers sont devenues des montagnes, etc. Et il y a eu du mouvement, et il y a eu de la On devrait sédimentation. trouver des humains enterrés avec des dinosaures. Non, oui, ça c'est très vrai. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle du coup les paléosols. Et en fait, c'est ça, cette espèce de millefeuille qu'on voit. Et en fait, la science dit que
dans ces couches qu'on voit, celles qui sont le plus profondes, c'est les plus anciennes et on peut remonter comme ça. Alors évidemment, il y a des contre-exemples, mais les voilà. dinosaures sont plus lourds, ils ont coulé plus bas et les humains sont Mais ça moins peut, lourds, ils ça ont peut, coulé plus ça haut. peut arriver. Ça peut arriver que C'est des pour os ça qu'ils sont pas séparent. mélangés. Mais ce que tu as dit, par contre, le truc qui est très vrai, c'est que on devrait voir des dinosaures non aviens avec des humains ou avec d'autres animaux, parce que aussi, j'adore comment il parle des dinosaures, il enlève totalement le paléozoïque, il enlève totalement le cénozoïque, genre toute la mégafaune du cénozoïque qui est basiquement, enfin même si on parle juste du Miocène, donc par exemple tous les animaux de l'âge de glace, tu sais, les tigres à dents de sable, les mammouths, les trucs comme ça, et tu sais les tatous géants, bref, il y en a une tétrachée. Alors, Genre ça, Dinosaurion. on s'en branle, Alors, on s'en je branle. te préviens, il ne va pas parler du Cambrien. Ah, Par contre, il n'est pas du tout exclu qu'il parle du Cambrion. ah, putain. Et le Cambrien, c'est 500 millions d'années, donc quand on parle du Cambrien, c'est largement avant les dinosaures. Attends, Le Cambrion. J'ai une vanne. On n'est pas loin de l'explosion de Cambridge quand même. Ça, c'est vrai. C'est ce qui nous donne l'explication sur les ossements que nous trouvons dans la Terre. Comme ça écrit le Malbim il y a 200 ans. Et vous savez quoi? J'ai retrouvé la source du rave, j'ai retrouvé le Malbim. Et ceux qui veulent nous amener le Malbim pour nous dire qu'il était vachement calé sur les questions qu'il soulevait et qu'il avait parlé des ossements bien avant que les scientifiques s'y attardent ou des choses comme ça, vous allez voir qu'il est plutôt en retard sur son temps et sur la science même à son époque. Weimar. Et ils furent effacés. Après qu'ils soient tous morts, comme il est dit, et il expira. Ils sont morts. Et cela se fit à l'inverse de l'ordre habituel. D'abord, le corps de l'homme, car du fait de sa composition, il est plus fragile que celui des autres animaux. Bah ouais, c'est connu, le corps de l'homme est plus fragile que celui de tous les autres animaux. Ensuite, le corps des bêtes, plus solide. Puis enfin, les rampants et les oiseaux, dont les petits corps purent se cacher dans les roseaux et les cavernes, et subsistèrent un peu plus longtemps. Sous l'effet du déferlement des eaux, les cadavres furent entraînés dans les vallées, et la plupart engloutis dans les profondeurs de l'abîme. La terre ouvrit sa bouche, et les fit descendre à des milliers de coudées dans les profondeurs du Shéol, de sorte que lorsque Noé sortit de l'arche, il ne trouva plus aucune trace, ni des cadavres des animaux, ni des ossements de géants et de grandes bêtes qui avaient existé avant le déluge. Et vous allez voir, la suite est encore mieux, et c'est là un témoignage fidèle de l'Éternel, donnant sagesse aux simples, pour répondre aux savants de la géologie qui fouillent les entrailles de la terre et y découvrent de grands ossements de géants et d'animaux immenses qui disparurent depuis le déluge et n'existent plus. Ils en concluent la prétendue ancienneté du monde, car ils supposent que la terre fut formée de différentes couches et qu'à chaque profondeur correspond une sorte de strate particulière. Et selon la nature du sol où sont trouvés les ossements, ils calculent combien de temps il aurait fallu pour former ces couches. Et de là, il conclut que le monde est ancien de beaucoup d'années, et qu'il existait déjà des animaux de jadis avant la création telle que nous la connaissons. Mais tout cela n'est que vanité et néant, car au moment du déluge, la terre ouvrit sa gueule par suite des secousses venues des profondeurs du Shéol et du grand abîme, et elle bouleversa les couches. Ce qui était en bas monta en haut, et ce qui était en haut descendit en bas. Les cadavres des bêtes furent engloutis très profondément. Ainsi fut déjouée la sagesse de ceux qui sondent et creusent pour étudier la nature des strates. Ils ne comprennent pas le bouleversement opéré par les prodiges accomplis durant les 150 jours du déluge. Tout l'ordre minutieux que les chercheurs attribuent aux couches du sol et tous leurs calculs furent alors chamboulés. Toutes leurs suppositions et imaginations sont du vent et du vide. S'ils étaient sages, ils verraient là les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les profondeurs du Shéol. La manière dont il effaça toute créature de la face de la terre et les fit sombrer dans l'abîme a jamais disparu. Donc je vous la fais simple, en gros le type nous dit « Eh bah ouais, les scientifiques ils disent que les strates ça date parfaitement les fossiles, ouais mais attends, tu sais quoi? Viens on dit en fait que le déluge il a tout mélangé et qu'en fait moi j'ai raison. » Je fais une parenthèse, mais c'est justement ça qu'on dénonce, nous. L'obscurantisme, là où il y avait de la science, là où il y avait une compréhension du monde méthodique en fonction des strates, eh bien lui il arrive et il mélange tout et il dit non, en fait on sait pas. Il est prêt à piétiner tous les scientifiques et toute la science pour arriver à sa conclusion. Quant à l'âme de l'homme, elle est la grande lumière, contenant en elle-même tous les genres de lumière. Lumière, oui
Je suis ta lumière, et resterai lumière au travers de la voie que a tracée ton nom au sein de ta lumière. Tandis que les âmes des animaux ne sont que des étincelles minuscules issues de cette lumière. Vous pouvez toujours briller, toujours faire des étincelles. Donc voilà, c'est vrai que ça serait dommage de se priver du Malbim, il a raison le ravin. C'est ça qui m'énerve, c'est-à-dire qu'en fait, il va prendre tous les archéologues, tous les trucs qui travaillent et tout, ça c'est caca, ça c'est des goïms, c'est de la merde. Par contre, il y a un mec qui a dit un truc globalement sur de la Terre et sur des gens qui, on va prendre ce qu'il dit pour vrai, qui a dit ouais, donc ça a augmenté l'âge, oh, c'est le Malbim, oh, c'est génial, on va tout miser sur lui et tous les spécialistes, c'est des merdes, tu vois, vraiment. C'est vraiment comme ça, je vous dis, c'est ça. Moralité, n'ayez pas d'idole, même des scientifiques. Est-ce qu'il a le protocole expérimental qui permet de vérifier surtout? Ça, c'est tout ce que je veux savoir. Le protocole expérimental, c'est le Malbim, c'est un grand rabbin. Ok. C'est ça. Non, regardez bien. Ah, t'as Si plus de vous voix. croyez que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est moi qui l'invente ou c'est parce que j'ai une barbe et qu'on est religieux alors qu'on veut dire qu'il y a un Dieu, oubliez, on parle pas de Dieu pour l'instant. La religion, on verra dans quelques cours. Voilà, Pour l'instant, Alexis, on parle que de la science. tu es réfuté, tu n'as pas de barbe. Vous avez devant vous ce qu'a écrit le professeur Auguste Wiesmann. Ah, une source Ce déjà. professeur-là, athée, a écrit un livre qui s'appelle Akoach Hakol Yachol chez la Brira Ativit. La force infinie de la sélection naturelle. Alors non, c'est pas ce que ça veut dire. Akor Hakol Yachol chez la Brira Ativit, ça veut dire la force toute puissante de la sélection naturelle. Dans Torah Box, ils en ont parlé comme étant la force suprême de la sélection naturelle. Auguste Wiesmann est un spécialiste du domaine qui a existé. Je n'ai pas trouvé ce livre. Je ne trouve nulle part ce livre. La seule occurrence que je n'ai trouvée, c'est dans 2 blogs en hébreu qui se citent l'un l'autre, où ils te disent exactement la même citation, mot pour mot qu'il est en train de dire. J'en ai trouvé dans 2 blogs, j'ai fait tout internet, j'ai pas trouvé. Et dans Torah Box, qui cite un rabbin qui a sorti un livre sur l'évolution et qui aurait ramené cette citation-là. En gros, ils sont tellement auto-sucés qu'ils savent plus c'est qui à l'autre bout de la chaîne, quoi. C'est le human centipede juif. Je suis sur la page Wikipédia de August Weismann. Wiesmann. Oui, parce qu'en hébreu, ça c'est pas pareil. Donc c'est un biologiste et médecin prussien qui est né en 1834 et qui est mort en 1914. Il est l'auteur de la théorie sur la continuité du plasma germinatif, laquelle implique que les caractères acquis par un individu ne peuvent se transmettre héréditairement. Et en fait, je pense que le titre du livre qu'il donne, c'est une déformation d'une étude qu'a fait ce monsieur en 1886 qui s'appelle « La reproduction sexuée et sa signification sur la théorie de la sélection naturelle ». Je pense qu'il y a eu déformation, un peu un genre de téléphone arabe. Je n'ai pas trouvé du tout la citation qui va nous sortir ensuite. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a utilisé le nom de ce gars avec un nom d'un bouquin qui ressemble à peu près pour justifier une citation sortie du cul. Je te le mets. Moi, je vais partir du principe que ce qu'il dit est vrai. Le pouvoir suprême de la sélection naturelle, voilà, selon Torah Box, du professeur Auguste Léopold Wiesmann, rapporté par Avram Korman. Voilà, et Avram Korman, il a fait un livre sur l'évolution, ça je l'ai trouvé, le livre d'Avram Korman. Peut-être que ça vient de lui, cette fausse info, parce que le livre en question, pas trouvé, et encore moins la citation, je trouve nulle part cette citation. On va faire comme si c'était vrai. La force infinie de la sélection naturelle, donc il parle de la théorie de l'évolution, pour expliquer comment la sélection naturelle, elle fait qu'on a le monde comme on l'a devant nous aujourd'hui. Et il écrit la chose suivante. Je vous lis, je vous traduis, et chacun jugera de lui-même. Donc c'est un des bouquins les plus importants sur la théorie de l'évolution qui a été écrit par un des scientifiques les plus renommés dans ce domaine-là. Et il écrit la chose suivante. C'est un des bouquins les plus importants, les plus importants qui a écrit sur ce domaine-là. Ça veut dire que si c'est un des plus importants, c'est une autorité pour les gens qui croient à la théorie de l'évolution. Mais là, il va nous montrer que le truc le plus important débunk la théorie de l'évolution. C'est ça. C'est basiquement que si je disais le rabbin le plus important de tout le judaïsme dit la Torah, c'est un peu de la merde, non? Vous faites l'idée que vous voulez. Ça existe. C'est Rav Ron Shaya, il l'a déjà fait. D'autant plus que, excusez-moi, mais votre Torah, Ah, bon, pas mal. Sérieux? Oui, mais c'était rhétorique pour montrer que la Torah, si jamais on se basait pas sur des preuves, ça n'aurait aucun sens. Heureusement, c'est parce qu'en fait, en soi, ça n'a aucun sens, mais on a des preuves que c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on sait que c'est vrai. Il lit les citations des grands professeurs allemands en hébreu, évidemment.
à l'idée Brira TV de Milchemet HaKiyum. Bien que nous ne pourrons jamais prouver, ni par observation, ni par preuve empirique en laboratoire, etc., la formation d'un nouveau genre d'être grâce à la sélection naturelle. On ne pourra jamais prouver une chose pareille. Regardez bien la phrase d'après. Ne'elatzim anu lekabel et hashkafa shel la Brira TV. Nous sommes, bien que ce soit la réalité devant nous, nous sommes obligés d'accepter cette théorie de la sélection naturelle. Pourquoi? Vu que c'est la seule théorie qui nous permettra d'expliquer la complexité de ce monde-là, sans être obligé d'accepter qu'il y a un Dieu créateur, avec une intelligence et une volonté, et Tirnoun, comment ça s'appelle? Un programme de ce monde-là, vu que c'est la seule explication qui nous permet de ne pas mettre Dieu dans l'équation, on est obligé de l'accepter. Bien qu'on ne pourra jamais la prouver. C'est une grosse citation, quand même. Grosse citation d'un mec qui dit ouais, la sélection naturelle, on ne pourra jamais la prouver, empiriquement, on ne pourra jamais, alors que les preuves pleuvent. Surtout que je pense que je peux donner pas mal de choses qui démontrent que ce qu'il dit est complètement con. Hein. En plus, c'est débile. Parce qu'il dit pas, il n'y a aucune preuve. Il dit, on pourra jamais la prouver. Je me demande sur quelle preuve il se base pour savoir qu'on pourra jamais prouver. Ça veut dire, c'est débile. Alors, c'est débile. Genre, il n'y a pas de preuve, c'est une chose, mais qu'on pourra jamais prouver, c'est débile. Moi-même, je dis pas, on pourra jamais prouver que la Torah est vraie. Au contraire, je dis oui, on peut prouver. Il suffirait de ci, il suffirait de ça, et on pourra prouver. Et ben, il dit, on doit quand même l'accepter bêtement, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a un Dieu. Voilà. En gros, il aurait dit ça. Mais attends, surtout il dit on ne voit pas d'animaux d'un nouveau genre. Attends, j'ai pas compris cette phrase parce que c'est genre de quoi il parle exactement. Il aurait dit ça, ça se trouve en plus il a dit ça dans un contexte où il dit ça on pourra jamais le prouver et ils l'ont pris ça et ils l'ont dit la sélection naturelle on pourra jamais la prouver. Ça date de quand ce bouquin? Pour ça, je vais pas pouvoir vous débunker ça de façon propre parce que je ne sais pas c'est quoi sa citation, je comprends pas, je l'ai pas trouvé. Par contre, je vais vous montrer un autre cas. On va faire comme pour l'iguanodon. Je vais vous montrer un autre cas où j'ai pu reconstituer sa citation de base, la citation que lui il te sort et la citation d'origine pour vous montrer l'écart et de quel écart ce type est capable, à quel écart ce type est capable de vous mentir. La situation d'origine avec la citation d'origine et ce que lui il en a fait. On aura un autre cas où on aura une vision claire de la manipulation et du mensonge. Peut-être c'est pas lui, hein, peut-être qu'il a copié de quelqu'un, on va dire que c'est pas de sa faute. Et dans ce cas-là, vous ferez votre avis sur l'autre citation dont j'ai pas pu retrouver l'original. Vous avez compris? Pour la citation d'après, venez, on accepte ce qu'il nous dit. On accepte ce qu'il nous dit, on prend le truc comme ça, on prend sa version des faits et après on va voir la vraie version des faits. Je prends. C'est exactement ce qu'on a montré au début. Jusqu'à présent, il y avait des religions. Il y avait la religion du judaïsme, le christianisme, l'islam, Bouddha, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a une nouvelle religion qui s'appelle la religion de l'évolution. C'est une théorie, tu ne pourras jamais la prouver, mais comme on ne veut pas accepter Dieu, donc bien que je ne peux rien prouver, on est obligé d'accepter cette théorie. Vous avez compris? Non, mais ça veut dire qu'il dit que on crée des religions pour pas avoir à assumer le fardeau de la preuve. Non, on peut pas. J'accepte pas ça. Je peux pas croire ça. C'est pas possible. Et du coup, le judaïsme, on en fait quoi? Parce que moi, j'aimerais bien savoir s'il a une méthodologie pour dire que les autres religions sont fausses, mais pas la sienne. J'aimerais bien savoir justement si sa méthodologie fonctionne avec l'évolution. On n'en sera pas là. Ça, on n'atteindra même pas le début de ça. Croyez-le, même pas. Genre, ils sont tous prompts, là, les Amnon Israq et compagnie, à te dire, mais comment tu vas nous raconter qu'ils ont inventé la Torah et que tous ces rituels, ils ont été inventés de toutes pièces. Par contre, toute l'évolution a été inventée de toutes pièces, ça n'a pas de souci. Là, ça pose souci à personne, apparemment, tout va bien. Ok. Mais tout va bien. Ok. Plus que ça. Ok. Plus. Devant vous, le livre de l'élève de Darwin. Allez. Aldous Huxley. Aldous Huxley. On ne remet rien en question. Aldous Huxley est l'élève de Darwin. Ok? On ne met rien en question. On va écouter ce qu'il nous dit. Aldous Huxley. Élève de Darwin. Cet élève de Darwin a écrit un livre qui s'appelle Viduyo shel Kofer. La confession d'un renégat. Il a été traduit dans toutes les langues. Vous pouvez le chercher sur Internet. Vous retrouverez très rapidement. Et un petit peu. En fait, c'est marrant. La confession d'un. Il fait un appel à l'autorité, mais inversé. C'est-à-dire, c'est l'élève de Darwin. Important. Mais attention, il est contre lui. Alors vous allez voir, la confession d'un renégat, il va renier, l'élève de Darwin lui-même va renier la théorie de l'évolution et il va faire ses confessions
Et à la fin de sa vie, il va avouer qu'en fait... Faire tes chouvas. Regarde, tu vas voir. Eh bien, on va accepter tout ce qu'il dit. Un renégat ou du renégat, je sais pas. Aldous Huxley, Huxley. l'élève de Darwin, L'élève. qui explique comment, ou plus exactement pourquoi, ils sont arrivés à cette théorie de l'évolution. Et il écrit la chose suivante. Retenez bien, c'est très important ce qu'il dit. L'élève de Darwin va nous expliquer pourquoi et comment ou plutôt pourquoi ils ont fait la théorie de l'évolution. Genre, elle a été créée à dessein. Annie Ibn Dori, moi et les gens de ma génération, nous avions toutes les raisons de vouloir que le monde n'ait pas de signification. Chez l'Olam, le Yamashmaout. Moi et ma génération, je vous rappelle, la Renaissance, l'homme il sait tout, il n'y a plus de mystique. La Renaissance vers 1900, hein, entre 1800 et 1900. 1850, ouais. La fameuse Renaissance en 1850. Ça se tient. Ouais. Il n'y a plus de religion. Donc nous avions toutes les raisons de vouloir que le monde n'ait pas de signification. Aucun sens. Et après que nous voulions ça, c'était donc pas compliqué après de trouver des arguments convaincants, entre guillemets, que le monde n'a pas de signification. Vu que c'est ce que nous voulions, ça n'a pas été compliqué. Que n'importe quel argument que tu vas ramener et qui te dit que le monde n'a pas de signification, c'est un argument convaincant. C'est un argument qui va être accepté automatiquement. Et nous avons fait cela, moi et Darwin, mon maître, avec la théorie de l'évolution. Nous avons fait cela, moi et Darwin. Et là, le Darwin, il le dit pas, mais en fait, il est en train de sortir de la citation. Il dit, nous avons fait cela, donc moi et Darwin, mon maître, tu vois. Et c'est ça le nous. Puisque un monde qui a une signification nous embêtait dans notre liberté. Vous avez compris ? Ceci, mesdames et messieurs, était la version convaincante de l'histoire. Car tout ça, mes amis, c'était la version convaincante de l'histoire, et vous le savez. C'est pas parce qu'une histoire est convaincante qu'elle est vérifiée. On vérifie. Et maintenant, on va vérifier. C'est qui Aldous Huxley ? Alors, Aldous Huxley est un écrivain, romancier, philosophe britannique, membre de la famille Huxley. Et en gros, c'est un philosophe, en fait, un écrivain philosophe. Alors, quel rapport avec Darwin, vous me demanderez ? Il est le petit-fils de Thomas Henry Huxley. Et Thomas Henry Huxley, c'est l'un des plus importants naturalistes du XIIe siècle. Non, 19e. Pardon, du 19e siècle, qui est surnommé le bulldog de Darwin. Et même son frère, c'est un biologiste de l'évolution. Donc en gros, son grand-père, Aldous Huxley, il est le bulldog de Darwin, c'est un monstre de l'évolution et tout. On va sortir de ça. Aldous Huxley, rien à voir, ne parle à aucun moment d'évolution. Et surtout qu'en plus, il est né en 1894, mais Darwin est mort en 1882. Il est né 10 ans après Darwin, déjà. Oui, mais ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, c'est son petit-fils. C'est le petit-fils de Thomas Huxley. Et il ne parle pas d'évolution dans cette citation. Il parle du sens de l'univers, le sens du monde. Chose qui n'est même pas c'est même pas une question dans la théorie de l'évolution, parce que c'est pas de ça dont ça parle. Hein. Il parle Regarde pas de. La vraie citation. Regarde la vraie citation. Regarde la vraie citation. J'avais des raisons de ne pas vouloir que le monde ait un sens. Il parle pas d'évolution. Hein. Ouais. Il dit j'avais des raisons de ne pas vouloir que le monde ait un sens. Il parle de philosophie. Hein. Par conséquent, j'ai supposé qu'il n'en avait pas. Dès lors que j'avais choisi cet axe, je n'avais aucune difficulté à trouver des raisons satisfaisantes pour cette supposition. Et lui, il va te transformer ça en grâce à l'évolution, j'ai trouvé des raisons et du coup, j'avais aucun problème à faire du biais de confirmation avec l'évolution. Il te dit, notez que le désir a précédé l'enquête. Il n'a pas enquêté, il a d'abord eu le désir de trouver que le monde n'avait aucun sens. Il confesse le fait qu'il a été un petit peu vite en besogne. Le philosophe qui ne trouve pas de sens au monde ne se préoccupe pas exclusivement d'un problème de métaphysique, il se préoccupe aussi de prouver qu'il n'y a aucune raison valable pour qu'il ne fasse pas personnellement ce qu'il veut faire, ou que ses amis ne s'emparent pas du pouvoir politique et du gouvernement de la manière qu'ils jugent la plus avantageuse pour eux-mêmes. En gros, il critique son manque de recherche de sens du monde, et il le lie au fait que ça a pour dérive de faire qu'il n'avait pas d'action politique. Il n'avait pas d'initiative politique en se disant de toute façon le monde n'a aucun sens et du coup il se bougeait pas pour changer les choses. C'est tout ce qu'il dit, hein. Il parle pas d'évolution du tout. Et la suite, pour moi la philosophie de l'insignifiance était essentiellement un instrument de libération sexuelle et politique. C'est-à-dire le fait de me dire que le monde n'a aucun sens était pour moi un instrument de libération. Ça me permet d'être libre sexuellement et politiquement. La libération que nous désirions, et là il dit la libération que nous désirions, quand il dit nous, l'autre, mais moi et mon maître Darwin, il te rajoute Darwin comme si on travaillait ensemble sur ça. Comme si c'est, tu vois, il t'a transformé ça, on est en train de travailler sur l'évolution, tu vois. Que nous désirions était en même temps la libération d'un certain système de moralité. Nous sommes opposés à la moralité parce qu'elle interférait avec notre liberté sexuelle. Voilà la vraie citation. C'est basiquement ça, quoi, ouais. Vous voyez l'écart entre
la réalité et ce que lui va nous raconter de la réalité. Là, pour le coup, c'est fact-checké. Hein. Alors, vous voyez à quel point on peut être dans un écart total et comment on peut être dans une orientation. Alors, je sais peut-être pas de sa faute à lui, je pense qu'il l'a vu tel quel. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà fait le travail de modifier, de tordre les propos d'Aldous Huxley qui ne parlait absolument pas d'évolution. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé un moment où il parle d'évolution. Ce type, c'est pas son sujet. C'est pas parce que tu as un grand-père qui parle d'évolution que ça coule dans tes gènes. Tu vois, tu ne chopes pas les doctorats de tes parents dans tes gènes, hein, bizarrement. Quand on cherche des sources, il faut aller chercher justement la source la plus ancienne et sur laquelle la plus juste, quoi, sur lequel il n'y a pas eu un retravail dessus. Parce que là, s'il a trouvé ça sur ToraBox, c'est sûr qu'ils l'ont peut-être déjà un peu tordu. Et lui en rajoute, parce qu'en plus, il le fait de tête. On est d'accord qu'il lit pas, là. Il est en mode... Il le lit en hébreu. Donc je pense qu'il l'a récupéré d'un blog qui te sort ça en hébreu. J'imagine, ok. Ouais, il aime bien les blogs. Il a d'abord tiré la balle, et après il a fait la cible autour.